et je me permets d'introduire la deuxième partie du webinaire avec le docteur Maëlys Peigné du service de médecine de la reproduction et de la préservation de la fertilité de l'hôpital Jean Verdier. Et Voilà. je crois que se joindra à l'intervention le docteur Charlotte Sonigo, également du service de médecine de reproduction et de préservation de la fertilité, mais à l'hôpital Béclair. Euh, donc, je vous laisse peut-être, docteur Peigné, Ouais, repartager votre support. Bonjour. bonjour. En effet, le docteur Sonigo est avec nous, mais elle est dans un train, donc elle nous entend et elle pourra participer à la réponse des questions. Euh, voilà, comme on vous avait dit. Donc, hop, désolée, comme j'ai un double écran, c'est toujours Pas de choisir le problème. bon à partager. Voilà, normalement, je vais le mettre en diaporama. Voilà. C'est bon, on voit. C'est bon, vous le voyez très bien. Parfait. Écoutez, je voulais déjà vous remercier d'avoir, sélectionné notre, travail. Donc on a fait conjointement, entre les services de, Jean Verdier et d'Antoine Béclair, préservation de fertilité, médecine de la reproduction, pour, cet impact recherche. Et donc on va vous parler des résultats de, 2 études qu'on a menées, conjointement en bicentrique, dans nos centres. La question qu'on s'était, posée, puisqu'on fait de la préservation de fertilité, le docteur, Sonigo et moi-même, c'est quel était finalement, le devenir des femmes chez lesquelles on proposait ou on réalisait une préservation de fertilité dans le cadre d'un cancer du sein? Quel était l'impact sur la survie et sur la fertilité de ces patientes? Donc, comme vous le savez peut-être, sinon je vous le rappelle, depuis la loi de bioéthique de 2004, modifiée en 2011 et confirmée en 2021, toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux pour son usage personnel ultérieur. Dans le cadre du cancer du sein, on sait que le cancer du sein, c'est un cancer très fréquent, hein, c'est le cancer le plus fréquent de la femme. 10 de ces cancers sont diagnostiqués avant la ménopause et 5 avant l'âge de 40 ans, avec, grâce aux améliorations thérapeutiques, un très bon taux de survie chez ces patientes, supérieur à 90 à 5 ans. Et donc, on a un certain nombre de patientes qui ont un projet parental qui n'est pas terminé au moment où on fait le diagnostic du cancer du sein. Dans une étude, certes un peu ancienne, on estime qu'entre 30 et 50 des patientes pensent qu'elles voudront un enfant par la suite au moment du diagnostic du cancer du sein. Alors, qu'en est-il de la grossesse après le cancer du sein? On a maintenant des données qui sont assez nombreuses et assez rassurantes pour pouvoir dire qu'il n'y a pas d'impact négatif d'avoir une grossesse après un cancer du sein sur le risque de décès, sur le risque de récidive, et ce, quelle que soit l'atteinte ganglionnaire, quel que soit le statut au niveau des récepteurs hormonaux présents sur la tumeur, s'il y a ou non la surexpression d'HER2 et si la patiente est porteuse d'une mutation BRCA1 ou 2 ou pas. Donc, quel que soit le statut du cancer du sein, il n'y a pas d'impact négatif d'avoir une grossesse sur la survie ou sur le risque de récidive. Habituellement, on demande un délai de 2 ans après la fin des traitements pour pouvoir débuter ce projet parental, mais des délais plus courts ont été rapportés comme étant non délétères sur ces risques de décès et de récidive. Et on peut, proposer une interruption de l'hormonothérapie transitoirement après un wash-out de 4 à 9 mois pour ce qui est du tamoxifène. Interrompre cette hormonothérapie qui d'habitude est donnée pour 5, parfois 10 ans pour les patientes qui ont des cancers hormonodépendants. On peut interrompre cette hormonothérapie pour pouvoir permettre, à la patiente d'accomplir son projet parental puisque bien sûr sous cette hormonothérapie, il ne peut pas y avoir de grossesse. Alors, qu'en est-il de la fertilité après le cancer du sein? On a 2 éléments qui vont impacter, la fertilité de nos patientes après, la prise en charge d'un cancer du sein. On a d'abord
Gonadotoxicité des chimiothérapies que les patientes peuvent recevoir. Alors, c'est pas toutes les patientes qui vont recevoir une chimiothérapie, vous allez le voir dans les cohortes que je vais vous présenter après, mais la majorité de ces patientes jeunes vont recevoir une chimiothérapie avec des anthracyclines qui vont avoir un impact qui est différent en fonction de l'âge, avec des patientes qui sont à faible risque d'aménorrhée après le traitement quand elles ont moins de 30 ans, un risque modéré lorsqu'elles ont entre 30 et 39 ans et un risque important d'aménorrhée supérieur à 80 lorsqu'elles ont plus de 40 ans. Et là, je vous parle de risque d'aménorrhée, donc c'est vraiment quand on n'a plus du tout de fonctionnement ovarien, le risque de troubles de la fertilité, il arrive, encore avant, ce risque d'aménorrhée, bien sûr. Donc une gonadotoxicité de la chimiothérapie et puis on a aussi le fait d'avoir un projet parental qui va être repoussé à cause de cette prise en charge du cancer, qui expose donc la patiente au risque de la baisse de la fertilité liée à l'âge qui est, le lot pour toutes les femmes. On sait que la fertilité optimale chez la femme, c'est entre 20 et 30 ans, puis après on a un déclin de la fertilité qui est, de plus en plus important et donc, eh bien, retarder un projet de grossesse de 2 à 5 ans, ça va exposer en soi la patiente à la diminution de la fertilité liée à l'âge. Et dans la dernière méta-analyse de 2018, on parlait de chances de grossesse diminuées d'environ 40 par rapport à la population générale lorsqu'on a eu un antécédent de cancer du sein. Donc on peut avoir un problème de fertilité après la prise en charge d'un cancer du sein. Ces patientes sont donc éligibles à ces méthodes de préservation de fertilité. Quelles sont-elles? On peut, dans certains cas, mais les indications ont tendance à se réduire, proposer une congélation de cortex ovarien. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prélève par célioscopie soit un émi-ovaire, mais la plupart du cas des fragments d'ovaires du cortex, donc de la partie périphérique qui contient les follicules ovariens qu'on va ensuite congeler. Et pour les réutiliser, il faudra les regreffer secondairement par une autre célioscopie chez la patiente. Et puis sinon, on peut congeler des ovocytes directement matures, prêts à être utilisés, donc la gamète femelle prête à être utilisée, soit qu'on récupère après une stimulation ovarienne comme pour une fécondation in vitro, et là on récupère directement des ovocytes matures qu'on va pouvoir vitrifier, soit on récupère des ovocytes qui sont immatures, ça c'est une méthode qui reste encore expérimentale. On récupère des ovocytes immatures qu'on fait maturer in vitro pour pouvoir les congeler, donc on n'a pas besoin de stimuler les ovaires. La technique de référence qui est recommandée par les experts internationaux de la médecine de la reproduction, ça c'est les experts européens plutôt, qui a été publié en 2020, donne en première intention comme méthode de référence de la préservation de fertilité, la congélation ovocytaire après une stimulation ovarienne. Pour réaliser cette congélation ovocytaire, donc cet ovocyte mature, on va, comme pour une fécondation in vitro, stimuler par de la FSH exogène la croissance de plusieurs follicules. Donc on a une réponse multifolliculaire. Habituellement, dans un cycle mono-ovulatoire normal, naturel, sans stimulation, il y a un seul follicule qui va croître et qui va ensuite ovuler. Là, vous avez une croissance multifolliculaire qui va être secondaire à l'administration de cette FSH exogène. Ensuite, on va récupérer les ovocytes par voie vaginale éco-guidée, c'est la ponction ovocytaire. On récupère ces ovocytes matures qui vont être ensuite congelés par une technique de vitrification au laboratoire. Ça pose comme problème ce type de stimulation ovarienne dans le cadre de la préservation de fertilité pour le cancer du sein. C'est une technique, comme je vous disais, qui est efficace, qui est reconnue. Le problème, c'est que ça nécessite parfois du temps pour réaliser cette préservation, cette stimulation avant congélation ovocytaire et ça, parfois, on a peu de temps. Dans le cancer du sein, on a souvent le temps de la réaliser. Et puis, il y a surtout une hyperoestradiolémie secondaire à cette réponse multifolliculaire. On a des taux d'œstradiol qui, pendant cette stimulation, sont très élevés, hein, fois 10 à fois 20 par rapport à ce qu'on a normalement pendant un cycle naturel. Et donc, on s'est posé beaucoup de questions sur l'impact de ces taux d'œstradiol très élevés pendant la stimulation chez des patientes qui avaient un cancer du sein, parfois hormonodépendant.
Les questions qui se posaient, c'était ben, finalement, est-ce qu'on va avoir un impact sur ces cellules tumorales à cause de notre stimulation qui pourrait être délétère chez ces patientes? Alors, on a des moyens maintenant de faire diminuer ces taux de stradiol pendant la stimulation en administrant du létrozole, donc c'est un anti-aromatase qui empêche la conversion des androgènes en œstrogènes. Donc, on a des taux de stradiol qui restent bas même pendant la stimulation avec de bons résultats en termes d'ovocytes qu'on arrive à congeler. C'est hors AMM en France, c'est fait quand même dans certains centres. Ça pourrait être une des solutions pour baisser ce taux de stradiol. Mais finalement, donc nous, on s'est posé la question chez nos patientes qu'on prend en charge pour une préservation de fertilité dans le cadre d'un cancer du sein, à qui on va proposer ces différentes techniques de préservation de fertilité dont je vous ai parlé. Quel va être l'impact du fait d'avoir réalisé une stimulation ovarienne versus pas de stimulation ovarienne pour la préservation de fertilité, en ce qui concerne la survie et les récidives? Et puis ensuite, on s'est intéressé à un autre cas, dans un sous-groupe de patientes qui vont bénéficier d'une chimiothérapie néoadjuvante. On est obligé de réaliser la congélation ovocytaire avant tout début de chimiothérapie. Donc dans ce contexte-là, eh bien, on réalise des stimulations ovariennes alors que la tumeur est encore en place, puisque je vous le rappelle, dans le cadre d'une prise en charge néoadjuvante, du cancer du sein, on commence par la chimiothérapie, puis secondairement, on va réaliser, la chirurgie avec la tumorectomie ou la mastectomie. Et donc on voulait savoir si, ben, dans ce sous-groupe de patientes où on stimule, on fait une hyperœstradiolémie alors qu'on va avoir une tumeur en place, on va avoir là, pourquoi pas, un impact sur la survie ou sur la survie sans récidive de nos patientes. Donc le premier papier que je vous présente, donc issu de notre cohorte, il a été publié, par, donc le docteur Sonigo en premier auteur en 2022. C'est donc une étude bicentrique qu'on a réalisée donc entre nos 2 services, Jean Verdier et Antoine Béclère, et on a inclus toutes les patientes qui avaient eu une préservation de fertilité dans le cadre d'un cancer du sein entre 2013 et 2019. Donc on avait 740 patientes avec un délai de suivi médian qui était supérieur à 5 ans et des données sur la récurrence qui était disponible pour un peu plus de 80 de notre cohorte. Vous voyez que c'est des patientes qui, en moyenne, étaient assez jeunes, hein, 32-33 ans dans les 2 populations, qui avaient une réserve ovarienne qui était bonne, puisqu'elles étaient jeunes, et il y avait une majorité des patientes, 50 d'entre elles, qui n'avaient jamais eu de grossesse. Donc sur ces 740 patientes, il y en a 412 qui ont eu une préservation de fertilité sans stimulation et 328 qui ont eu une préservation de fertilité après une stimulation ovarienne. Donc je vous présente ici les résultats en termes de survie sans récidive et de survie globale. Donc comme les schémas qu'on vous a montrés dans la présentation antérieure, il n'y a pas de différence entre les patientes qui ont eu une stimulation versus celles qui n'ont pas eu de stimulation en termes de survie sans récidive et de survie globale dans notre population. On a même des résultats qui semblent meilleurs lorsqu'il y a eu une stimulation, mais attention au biais de sélection de population, hein, c'est pas un essai randomisé, c'est une étude de cohorte avec, on a regardé rétrospectivement les résultats. On a quand même fait une régression logistique pour essayer d'ajuster sur les facteurs pronostiques et lorsqu'on ajuste sur les facteurs pronostiques, là encore, on n'a pas d'augmentation des risques ni de récurrence ni de décès lorsqu'on réalise une stimulation ovarienne. Et ça va dans le sens de, bah, la plus grande méta-analyse qui date de 2022, qui avait été publiée par, Areco, qui reprenait, 1 594 cycles de stimulation ovarienne versus 2 300 cycles de pas pardon, 1 500 patientes qui avaient une stimulation ovarienne versus 2 300 patientes qui n'avaient pas eu de préservation de fertilité, donc c'est pas les mêmes, hein. Nous, elles ont toutes eu une préservation de fertilité, mais il n'y avait pas eu de stimulation. Et là, il montrait la même chose, hein, c'est-à-dire un risque de récurrence qui n'était pas augmenté, voire qui était moindre, une survie sans récidive et une portalité qui, là encore, n'était pas impactée ou alors qui était moindre. On a voulu ensuite regarder, comme je vous le disais, ce qui se passait en cas de chimiothérapie néoadjuvante, donc toujours dans cette même population. Eh bien, on avait 55 patientes qui avaient une stimulation dans le cadre
d'une chimiothérapie néoadjuvante versus 268 qui n'en avaient pas eu dans cette même situation. Là encore, pas d'impact, sur la, survie sans récidive que je vous montre ici, qu'il y ait eu ou non une, stimulation tumeur en place. Et c'était aussi les données qu'avait, publiées Areco, mais avec, très, très peu de cas, hein. Vous voyez là la stimulation, c'était, chez des patientes, il y avait une vingtaine de patientes au total qui étaient, décrites dans, la méta-analyse d'Areco en 2022. Donc on confirme ces résultats, même s'ils restent, en petite, avec une petite, quantité de patientes. Ensuite, on s'est posé une deuxième question, c'est quelles sont les données finalement concernant la fertilité de ces femmes qui ont tenté de concevoir alors qu'elles avaient fait une préservation de fertilité pour un cancer du sein, donc a priori des patientes qui avaient un désir de grossesse probable ultérieur. Donc on a voulu regarder les taux de grossesse et les taux de naissance vivante. Donc on a inclus sur une période un tout petit peu plus longue, je ne vous ai pas mis les mois, mais c'était un petit peu plus long, c'est pour ça que vous allez voir, on a un petit peu plus de patientes dans ce deuxième papier qui a été publié là récemment en 2024 dans Fertility and Sterility. Donc toujours entre nos 2 centres, les patientes qui avaient eu un cancer du sein et qui avaient réalisé une préservation de, fertilité dans notre centre. Donc là, on avait 844, patientes. On a récupéré, les données, comme dans l'étude précédente avec nos questionnaires annuels en cours de consultation ou, avec notre logiciel, métier. C'était quasiment la même cohorte, hein, donc des patientes jeunes avec une bonne réserve ovarienne, la moitié d'entre elles qui n'avaient pas eu d'enfants, plus de la moitié d'entre elles qui n'avaient pas eu d'enfants, et une chimiothérapie qui était réalisée chez 95 de nos patientes. Donc sur nos 844 patientes qui avaient réalisé cette préservation de fertilité pour cancer du sein, on avait des données qui concernaient les tentatives de grossesse pour 649 patientes, donc un peu plus de 76 de notre cohorte. Il n'y avait pas de différence dans les caractéristiques des populations entre celles pour lesquelles on avait les données et celles pour lesquelles on ne l'avait pas. Parmi ces 649 patientes, il y en a 255 qui ont essayé d'avoir une grossesse, donc 39 de nos patientes, après un délai médian de suivi de 6 ans après la première consultation pour la préservation de fertilité. Les patientes qui avaient, le plus essayé d'être enceintes, c'était des patientes qui étaient déjà en couple au moment du diagnostic du cancer, donc la première consultation donc en fertilité, ou qui avaient déjà un enfant. Donc c'est des patientes qui finalement étaient peut-être déjà en cours d'un projet, parental, au moment du diagnostic du cancer. Parmi ces 255 patientes qui ont essayé d'avoir une grossesse, il y en a un peu plus de 53 qui ont eu une grossesse, au moins une grossesse, et 39 qui ont eu au moins une naissance. Parmi ces grossesses, donc il y a eu 196 grossesses chez nos 135 patientes. C'était majoritairement des grossesses qui étaient issues de grossesses spontanées, dans presque 80 des cas. 7 des grossesses étaient issues de la réutilisation des gamètes antérieurement préservés. 9 étaient issus de nouvelles, tentatives d'aide à la procréation après la préservation de fertilité et 5 étaient issus d'un don d'ovocytes, sachant qu'en pratique, souvent, s'il y a une infertilité, on réutilise d'abord les gamètes cryopréservées, puis on fait une nouvelle tentative d'AMP et si ce n'est pas possible ou si ça ne fonctionne pas, on oriente les patientes vers le don d'ovocytes. En ce qui concerne les taux cumulés de grossesse, à 6 ans, on était à environ 54 de taux cumulés de grossesse et les facteurs prédictifs de grossesse dans notre population, c'était le fait d'avoir déjà eu un enfant lorsqu'on était à notre première consultation et de ne pas avoir reçu de chimiothérapie dans l'analyse multivariée. Pour ce qui concerne les taux cumulés de naissances vivantes, à 6 ans, on était à presque 45 de naissances vivantes, donc chez les patientes qui avaient, souhaité une grossesse, hein, nos 255 patientes. Et les facteurs prédictifs pour avoir, une naissance, c'était le fait, là encore, d'avoir déjà eu une grossesse ou un enfant, de ne pas avoir eu de chimiothérapie et de ne pas avoir reçu d'hormonothérapie, parce que souvent, lorsqu'on n'a pas d'hormonothérapie, eh bien, l'autorisation pour avoir une grossesse est plus tôt que lorsqu'on a une hormonothérapie. En ce qui concerne le devenir des gamètes congelées, sur nos 844 patientes qui ont bénéficié
d'une préservation de fertilité, en tout cas d'une tentative de préservation de fertilité. Il y en avait que 793 qui avaient réellement pu congeler des gamètes à l'issue de cette, préservation de fertilité. Parmi ces 793 patientes, il y en avait 248 qui ont essayé d'être enceintes et 27 d'entre elles ont réutilisé leurs gamètes pendant, leur démarche de, de tentative de grossesse après, la prise en charge du cancer du sein. Donc 68 patientes ont réutilisé, ce qui a mené à l'obtention de 14 grossesses et de 8 naissances, donc 12 lorsqu'il y avait réutilisation. Les patientes qui avaient réutilisé leurs gamètes étaient finalement celles qui étaient la plus de risque d'avoir une infertilité après la prise en charge du cancer, donc celles qui étaient plus âgées au moment de la première consultation, qui avaient une réserve ovarienne plus basse au moment de la première consultation, donc aux fertilité, et qui avaient congelé plutôt des embryons que des ovocytes, puisqu'elles étaient a priori déjà dans un projet parental de couple pour pouvoir congeler des embryons, ou peut-être dans un projet parental là aussi un peu plus avancé au moment du diagnostic du cancer. Donc pour conclure sur ces 2 études qu'on a menées donc en bicentrique, concernant les données de la survie des femmes après une PF pour cancer du sein, eh bien on a quand même des données qui sont rassurantes sur cette stimulation avant, la prise en charge du cancer du sein, quel que soit le protocole de stimulation et quel que soit le plan de traitement, mais là encore, on a quand même moins de données en néoadjuvant. Et puis concernant les données sur la fertilité de ces femmes qui ont tenté de concevoir alors qu'elles avaient fait une préservation de fertilité pour cancer du sein, 3 à 10 ans après une préservation de fertilité pour cancer du sein, avec donc une médiane à 6 ans, 39 des patientes ont tenté de concevoir. Parmi elles, 39 ont eu un enfant majoritairement de façon spontanée. La multiparité au diagnostic et l'absence de chimiothérapie étaient bien des facteurs prédictifs de grossesse. Et en ce qui concerne les gamètes congelées, 27 des patientes qui désiraient une grossesse ont réutilisé ces gamètes et parmi elles, 12 ont obtenu un enfant. Donc ces informations nous permettent d'informer et de conseiller au mieux les patientes qu'on voit maintenant dans nos consultations d'oncofertilité. Mais bien sûr, d'autres études sur un suivi plus long sont nécessaires pour augmenter nos connaissances sur la sécurité et l'efficacité des techniques de préservation de fertilité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup docteur pour cette, présentation, dont j'invite, tous les participants, même si on est, tout juste, au niveau de l'horaire, de poser leurs questions. On a une première réaction qui vous remercie, pour la présentation, très claire et intéressante. Ah, du coup, moi, j'en aurais une peut-être. Est-ce que vous pouvez nous dire, quels sont les professionnels qui font les, consultations d'oncofertilité? Est-ce qu'il y a uniquement le gynécologue obstétricien ou est-ce qu'il y a d'autres, professionnels? Alors il y a nous on est pas moi je suis pas gynécologue Oui, obstétricien déjà par exemple, je suis pardon. gynécologue médical comme le docteur, Sonigo. Ceux qui font des consultations d'oncofertilité, c'est souvent des médecins de la reproduction qui après vont, proposer des techniques de préservation de fertilité. Après dans certains centres, il y a, au sein des centres de lutte contre le cancer ou dans des services, d'oncologie, il y a, des gynécologues spécialisés qui vont recevoir les patients pour pouvoir les informer en dehors des centres de médecine de la reproduction et de préservation de fertilité. Mais c'est en majorité quand même dans les centres, de médecine de la reproduction et préservation de fertilité, donc des gynécologues obstétriciens médicaux qui vont informer les patients et faire ces consultations. D'accord. Et peut-être, si je fais le parallèle avec, une des questions précédentes, même si la publication est très récente, est-ce qu'il y a déjà, des prises en charge ou, des recommandations qui vont émerger, vous pensez, à la lumière de ces résultats? Je ne sais pas s'il y aura des recommandations qui vont, émerger, parce qu'on n'est pas dans la même dimension d'étude que celle qui a été présentée, avant moi. Mais en tout cas, je pense que le docteur Sonigo comme moi-même et en tout cas tous les membres de notre équipe, on a modulé un peu on module un peu notre discours en fonction de ces résultats puisque, des patientes qui sont parfois peut-être un peu réticentes à faire une préservation de fertilité parce qu'elles ont déjà un ou 2 enfants et qu'elles savent pas bien si elles voudront ou non un troisième enfant, ben, on peut être aussi un peu rassurée
par rapport aux possibilités de grossesse spontanée qui arrivent par la suite. Et donc ça, c'est une information importante qu'on peut leur donner, et aussi une information sur, si elles sont quand même plutôt partantes pour le faire, mais qu'elles ont un peu peur, elles aussi, des traitements hormonaux alors qu'elles ont un cancer hormonodépendant. C'est bien ce qu'on leur a expliqué. Et bien là, on a aussi des données, rassurantes pour leur dire qu'il y a pas d'impact sur le cancer et sur, les risques de récidive ou de décès par la suite. Bah, il nous reste à vous remercier, ainsi que le docteur Sermon Sonigo pour votre temps et ces éléments de présentation très clairs. Donc je rappelle à tout le monde que les vidéos seront disponibles en replay et on vous les diffusera, assez rapidement après la tenue de ce webinaire. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup.